L'actualité, c'est aussi l'inquiétude autour de la centrale de Zaporijia en Ukraine. Les pays du G7 accusent la Russie de mettre en danger la région en occupant la centrale. Une situation d'autant plus préoccupante que les forces russes présentes dans la centrale entendent la raccorder au réseau électrique de Crimée. Une opération qui s'avère extrêmement risquée. Et puis retour en France avec l'épilogue de l'affaire du beluga égaré dans la Seine depuis une semaine. L'état de santé du cétacé de 800 kg s'est dégradé lors de son transfert en Normandie. Il a dû être euthanasié après son arrivée en camion à Ouistreham, où les experts espéraient pouvoir le soigner avant de le relâcher en mer. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Kadim et à tout à l'heure sur l'antenne d'LCI. L'Ukraine annonce donc que les Russes tentent de connecter la centrale de Zaporijia au réseau de Crimée. Vous venez de l'entendre. Au-delà, donc, c'est bien sûr à la Russie. Une information qui est loin d'être anecdotique. C'est la première que nous allons développer. C'est le front économique, le front stratégique à la fois, qui fait partie bien sûr de la stratégie de guerre de Poutine. Pour en parler, magnifique plateau, Emmanuel Ducrot, que je ne vous présente pas, journaliste à l'opinion, qui va être là tout au long de l'émission. Bonsoir Joséphine Staron, vous êtes directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Yannick Mireur, merci d'être là, vous êtes politologue, docteur en relations internationales, auteur d'un livre, Le populisme smart, j'aime beaucoup d'ailleurs cette expression, le retour du peuple, entre guillemets, dans la politique et comment y répondre. Mais vous êtes aussi un ancien collaborateur d'une société américaine de conseil spécialisée dans le secteur de l'énergie. Et là, pour le coup, ça va vraiment nous intéresser. Vincent Hugeux, vous continuez de nous accompagner sur l'antenne. Vous êtes grand reporter et essayiste et vous connaissez extrêmement bien la question ukrainienne. On se focalise donc sur cette centrale de Zaporijia. On en a énormément parlé ces derniers jours, plus sous l'angle du dispositif militaire à l'intérieur de la centrale qui préoccupait la communauté internationale. Là, vous l'avez entendu, le G7 est préoccupé d'une façon plus générale par ce qui est en train de se passer. On fait d'abord un point très précis avec les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, quels sont les leviers actionnés par Vladimir Poutine pour tenter de faire plier l'Ukraine et avec elle, bien sûr, l'Union européenne ? Premier levier, l'électricité. Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, les forces russes qui occupent la centrale de Zaporijia cherchent à la détourner. Leur plan, couper la centrale du reste de l'Ukraine, puis la relier directement à la Crimée, annexée depuis 2014. Autrement dit, les Russes tentent de s'approprier l'électricité ukrainienne pour alimenter une partie de leur réseau. C'est ce qui pourrait expliquer les dernières frappes sur la centrale ce week-end. Écoutez le directeur d'Energoatom. Програми передумовою є фактично важке пошкодження лінії зв'язку Запорізької атомної станції до енергосистеми України. І саме це ми бачимо протягом останніх 3 днів. Пошкоджено 3 лінії за цей період часу. І зараз Запорізька атомна станція, на жаль, працює тільки з видачею в одну лінію. Це небезпечно для самої атомної станції, тому що може статися. En puisant dans les ressources ukrainiennes, l'armée russe pourrait réduire l'électricité à 4 millions de foyers. Et qu'est-ce que ça change pour les Européens ? Eh bien, début juillet, Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine allait exporter son électricité vers l'Europe en pleine crise énergétique. Il l'a réaffirmé la semaine dernière. Nous allons augmenter nos exportations d'électricité aux consommateurs de l'Union européenne, disait-il le 27 juillet dernier. Dans les faits, si les Russes détournent cette centrale, la promesse risque d'être compromise. Ce serait un coup double pour Vladimir Poutine qui priverait d'électricité à la fois l'Ukraine, mais aussi une partie de l'Union européenne. Alors, on a bien compris pour l'électricité, quels sont les autres leviers ? Eh bien, tous concernent l'énergie. Le deuxième levier, c'est le gaz utilisé par Vladimir Poutine comme moyen de pression. La livraison par Nord Stream 1 vers l'Allemagne n'a cessé de baisser depuis le début de la guerre. En juin, il n'acheminait que 40% de sa capacité maximale, 20% au mois de juillet. Pour la Russie, tout cela n'est dû qu'à une turbine manquante retenue en Allemagne pour cause de sanctions. Mais pour l'Union européenne, ce n'est qu'un prétexte brandi par la Russie pour justifier ces baisses. L'Union européenne, qui de son côté anticipe les coups durs. Chaque État membre a jusqu'au 31 mars 2023 pour réduire sa consommation de gaz russe. On parle d'une réduction d'au moins 15% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, selon l'accord entré en vigueur hier. Troisième levier,
le pétrole. La Russie a suspendu soudainement ses livraisons à destination de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque. Pourquoi ? Parce que le paiement de l'entreprise chargée des livraisons a été refusé, selon elle, à cause des sanctions contre Moscou. Conséquence, elle dit avoir cessé de fournir des services pour le transport de pétrole via le territoire ukrainien à partir du 4 août, à ces 3 pays donc qui reçoivent en moyenne jusqu'à 250 000 barils par jour. Et puis Emmanuel, on l'a appris tout à l'heure, la livraison vers la Slovaquie vient de reprendre. Aucune raison n'est invoquée pour l'instant. Comme toujours, j'ai envie de dire, dernière offensive en date, la Russie qui interdit sur le terrain intérieur, cette fois-ci, à certains investisseurs de se retirer de certains projets particuliers. Oui, dans un décret signé vendredi, la Russie interdit aux investisseurs de pays inamicaux, entendez ceux qui ont imposé des sanctions, de vendre certaines de leurs participations, de vendre certains actifs qu'ils possèdent dans le secteur des banques, mais surtout dans le secteur de l'énergie, comprendre tout lien en projet avec la production de pétrole, de gaz, de charbon et de nickel. Autrement dit, la Russie interdit aux investisseurs occidentaux de se retirer de certains projets. Ils n'auraient alors d'autre choix que de participer directement à la production de l'énergie russe. Le décret cite en particulier le projet gazier Sakhalin 1, dans lequel est impliqué notamment le géant américain pétrolier ExxonMobil. Sa filiale détient 30% de participation dans le projet. Les gaziers japonais Sodeco et l'indien ONGC Videsh, eux, en posséderaient respectivement 30 et 20%. En verrouillant les productions électriques gazières et pétrolières, Vladimir Poutine veut montrer qu'aucune issue n'est possible sans lui. Merci beaucoup, Lucille, pour ce point extrêmement complet. On va se focaliser dans un premier temps sur cette centrale nucléaire de Zaporijjia. Livre très intéressant. Si vous cherchez à connaître les guerres cachées, c'est le titre, les dessous du conflit russo-ukrainien de Marc Andevel, dans lequel, dans un chapitre, on apprend, il y a un chiffre qui est particulièrement intéressant, qui nous montre qu'en 2011, l'Ukraine fournissait 30% de son électricité côté russe, et c'était tombé en 2019, vous le voyez, à 6,5% avec un projet, et vous allez sans doute le commenter, qui était de ne plus livrer d'électricité du côté russe à l'horizon 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Et l'auteur, d'ailleurs, explique que ça fait partie des raisons peut-être qui ont motivé l'offensive russe. Là, on voit que la Russie veut faire l'inverse, c'est-à-dire reconnecter en quelque sorte ce réseau vers la Crimée et donc vers la Russie. Il y a quand même une guerre d'image et de vocabulaire qui est largement menée là, lorsque Zelensky, qui est lui-même un homme de médias, et non pas un média d'information, si je puis dire, corseté par l'État, mais de divertissement. Et donc c'est saisir la balle au bond, même vestimentairement, pour dire on va fournir de l'électricité aux Européens. Donc bon, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, évidemment, puisque l'électricité vient... Non, mais c'était le sens de sa politique depuis quelque temps, accéléré sans doute par l'annexion de la Crimée, où il voulait vraiment se tourner vers le réseau européen. On sait que, par exemple, le patron de RTE en France était allé en Ukraine, justement, pour étudier tout ça. Donc... c'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui expliquerait ce qui peut s'expliquer de différentes manières ou ne pas totalement se comprendre. Rappelons-nous les discussions au mois de février et mars sur la motivation principale du Kremlin à déclencher cette opération, qui est quand même un coût politique, économique considérable. Donc la désimbrication, le fait que l'Ukraine échappait en quelque sorte à son ancienne tutelle russe et moscovite, et l'inimitié politique et plus fondamentale qu'il peut y avoir entre Zelensky et les dirigeants russes, c'était évident. Donc vous avez raison de souligner ça. Vous qui êtes un spécialiste, pourquoi ce type d'opération est dangereux ? Nous, on a l'impression évidemment qu'on débranche un câble, qu'on le rebranche sur la prise d'à côté, grosse prise, on imagine. Apparemment, c'est beaucoup plus compliqué au point que ça inquiète les spécialistes, c'est-à-dire reconnecter sur un autre réseau électrique, c'est pas un jeu d'enfant. Non, bien sûr, parce que la première chose, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de gaz. Il pourrait y avoir une explosion, du pétrole, une pollution, disons, plus ou moins circonscrite. Là, il s'agit de radioactivité. Donc forcément, c'est une dangerosité qui, tout le monde le sait, est beaucoup plus importante. Mais ce que ça indique aussi, il faut mentionner deux choses. C'est pour ça que je vous disais que c'est aussi une bataille d'image et de vocabulaire. On voyait le directeur de l'agence énergétique atomique ukrainienne. Bon, il faut savoir quand même que la Russie a une longue et très solide expertise en matière d'énergie nucléaire avec Rosatom, donc l'équivalent russe de Energoatom,
qui serait intéressant de voir d'ailleurs, qui a été traditionnellement, et d'ailleurs la désimbrication industrielle, y compris avec des partenaires occidentaux et Rosatom, est une des conséquences de cette affaire, et d'où l'on a vu et commenté sur ce plateau même il y a quelques jours les discussions entre le président turc et le président russe pour un projet qui ne sort pas du chapeau, qui est sur le nucléaire, ça prend très longtemps à se concrétiser, à se négocier, l'ouverture d'une centrale nucléaire par Rosatom en Turquie pour alimenter en électricité le marché turc. Donc ça conforte l'idée de ces deux axes, puisqu'on sait que la Turquie est un partenaire qui est très important pour la Russie. Donc c'est pas complètement illogique, et l'Ukraine se tournait vers l'Europe. Joséphine Staron, est-ce que ça éclaire d'un jour nouveau peut-être ce qui se passe dans cette centrale nucléaire depuis quelques jours, que l'on a beaucoup commenté, qui nous a pas mal inquiétés aussi? Comme ça vient d'être dit, je pense que ça apporte en tout cas une explication complémentaire à toutes celles qui ont essayé d'être données depuis le début du conflit. C'est intéressant quand même de voir que ce peut-être repli stratégique de Vladimir Poutine ces derniers mois sur la partie très à l'est, le Donbass, et la partie sud, proche de la Crimée de l'Ukraine, c'est pas simplement parce qu'il n'a pas les moyens de faire davantage. Il ne les a peut-être pas, mais c'est aussi parce que c'est la partie de l'Ukraine la plus intéressante économiquement et industriellement parlant pour la Russie. Il y a un bassin industriel très important, et là on le voit c'était très intéressant de faire le lien que vous avez opéré avec l'électricité, parce que si effectivement l'Ukraine allait couper ses approvisionnements à la Russie en matière d'électricité dans quelques mois, ça aurait pu être potentiellement catastrophique pour la Russie, qui dépend quand même de ces centrales-là, pas exclusivement, mais suffisamment pour y voir un intérêt à s'approprier certaines ressources, notamment les ressources en matière d'électricité. Voilà. Et on le redit, mais Zaporijjia, vous avez cette carte qui est très intéressante. Ce sont 6 réacteurs, 6 tranches, comme on dit dans le jargon, qui produisent énormément d'électricité, beaucoup plus, par exemple, que la plus grande centrale française qui est à Gravelines. Ça alimente 4 millions de foyers ukrainiens quand la centrale, évidemment, tourne à plein régime. Et là, il y a 2 réacteurs qui sont arrêtés, en l'occurrence. Si vous voulez, si on essaye de prendre un peu de recul par rapport à toute cette effervescence, autant le Kremlin peut sembler erratique, voire indéchiffrable dans sa stratégie militaire, autant sur le registre du chantage énergétique, il y a une implacable cohérence. Et tout ça part d'ailleurs d'un postulat dont on voudrait qu'il soit démenti par les faits, qui est la vision, la psyché de Poutine d'un Occident faible, tiède, irrésolu, et qui calanchera au premier hiver parce que, précisément, les opinions publiques vont finir par voir s'éroder leur solidarité pour le peuple ukrainien. Et encore une fois, plutôt ciel que ce calcul-là ne soit pas validé dans les semaines. Il se trompe probablement, d'ailleurs. Sur Zaporijjia, il y a un autre élément aussi. Si vous voulez, moi j'écoute avec beaucoup d'attention des experts bien plus compétents en matière atomique. Je crois que rien n'est fortuit, et que dans une période où, entre l'anniversaire Nagasaki, Hiroshima, les références explicites, notamment Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, hier soir, au désastre de Tchernobyl. Le maire de Nagasaki, d'ailleurs, était très inquiet hier dans un discours absolument, commémorant. Mais tout ça ravive évidemment une sorte de terreur millénariste. Enfin, c'est bien sûr la hantise de l'apocalypse nucléaire. Donc vous avez là une sensibilité qui est beaucoup plus électrique, si je peux me permettre ce raccourci, que lorsqu'on parle de charbon, de pétrole, voire de gaz. Les experts disent que le spectre d'un désastre nucléaire de type Fukushima ou Tchernobyl, c'est un scénario plutôt improbable. Alors, il y a certes des éléments d'inquiétude. Vous avez 174 conteneurs de déchets radioactifs qui ne sont pas totalement à l'air libre, bien sûr, ils sont supposés être étanches, mais qui ne sont pas, par exemple, recouverts par un coffrage de béton. Bon. Donc, en cas de bombardement, il pourrait y avoir des fuites. Pour le moment, les Américains disent qu'il n'y a pas eu de captation de taux de radioactivité anormaux. Bon, pourvu que ça dure. Et puis, vous avez l'élément, vous évoquiez tout à l'heure, et je termine là-dessus, quand vous coupez les lignes à haute tension,
Parce que ça va dans les deux sens. Il y a l'énergie que l'on livre vers l'extérieur et il y a l'énergie dont on a besoin, notamment pour assurer le refroidissement en cas d'incident. Bon, donc, si vous voulez, vous passez à un moment donné, il reste une ligne à haute tension de cette nature, d'après le patron de l'agence Énergoatom. Si celle-ci est neutralisée, on va devoir miser sur des groupes électrogènes, des générateurs de forte puissance. Ça rend la centrale très vulnérable. Et donc, il y a une autre vulnérabilité, parce que ça dépend de la fiabilité du matériel, ça dépend des stocks de carburant. Donc, les facteurs d'inquiétude ne sont pas du tout fantasmés. Mais attention, encore une fois, à la surenchère qui porte justement sur la terreur nucléaire quasiment ontologique. Et nous ne sonnons pas l'alarme sur ce plateau. Au contraire, on passe notre temps à analyser. Et là, on est vraiment sur cette notion de détournement potentiel. On verra ce qui se passe de cette électricité. Yannick Miroir le disait tout à l'heure, le président Zelensky a fait mention de cette électricité en disant, en quelque sorte, nous vous ferons cadeau de l'électricité. En tout cas, on vous alimentera en électricité. C'était une façon de rassurer les opinions publiques européennes. On va le réécouter, c'était il y a quelques semaines. Готуємось до збільшення нашого експорту електрики споживачам в Європейський Союз. Поступово зробимо Україну одним із гарантів європейської енергетичної безпеки саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики. Bon, là, Emmanuel Ducrot, effectivement, la polarisation bat son plein et on est vraiment du côté européen et il rappelle que c'est une des grandes richesses de l'Ukraine. Mais ça dit tout à fait l'aspect charnière de l'Ukraine ces 10 dernières années, qui a essayé à plusieurs reprises de se tourner vers l'Occident et qui a été rattrapé par le col systématiquement par la Russie. C'est exactement ça. Et je note, alors c'est vraiment une réflexion très personnelle, mais le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe sur les questions énergétiques et ce qui se passe sur les questions alimentaires. C'est un des trois pieds de la puissance russe avec les aspects militaires, mais ce qu'on voit avec l'électricité, c'est-à-dire le détournement de la ressource, c'est exactement ce qu'il se passe avec le blé depuis plusieurs semaines en Ukraine et depuis même plusieurs mois où on voit les ressources ukrainiennes, les silos être vidés camion par camion pour être ramenés en Russie. Et on sait que c'est un des éléments de puissance de l'Ukraine sur la scène internationale, ces aspects alimentaires. Et moi, je fais vraiment un parallèle entre les deux situations. Au passage, je rappelle que le vol du blé, c'est un crime de guerre. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'électricité, mais à mon avis, c'est un peu la même chose. Ça, c'est le premier point de réflexion. Le deuxième, c'est pourquoi est-ce que Vladimir Poutine met à ce point l'accent sur l'énergie? Parce qu'il sait que non seulement c'est un levier pour faire pression sur l'Union européenne, mais c'est aussi un levier pour diviser l'Union européenne. Quand vous commencez à avoir des pays qui sont confrontés à qui ses ressources en pétrole qui lui sont coupées, qui ses ressources en gaz, qui ses ressources en électricité potentiellement, eh bien vous mettez les pays en concurrence les uns contre les autres et vous éprouvez la solidarité européenne. Et quand il considère que l'Occident est faible, c'est une des manières de démontrer dans son esprit la faiblesse de l'Occident. Et il voit toutes les discussions qui se produisent depuis des semaines en Occident sur cette question de l'énergie et sur cette perspective d'un hiver qui ne sera peut-être pas comme les autres dans nos pays. Effectivement, il y a un vrai risque pour les Européens pour qu'ils puissent maintenir cette solidarité qui a été assez forte et phénoménale depuis le début du conflit. Mais effectivement, face à la réalité énergétique, si je puis dire, qui s'annonce, ça risque d'être compliqué. Mais en revanche, là où Vladimir Poutine n'est peut-être pas aussi subtil, ou alors il va peut-être un peu loin, c'est en s'attaquant à la Hongrie et en coupant les vannes à la Hongrie. Alors ça, on parlera du pétrole dans un instant, oui, mais effectivement, c'est très intéressant. Sachant en effet, que la Hongrie est non pas un allié de la Russie, mais étant dépendante à 65% des importations de pétrole russe, elle a une relation particulière et surtout, elle bénéficie de conditions très avantageuses d'achat de pétrole russe. Donc, s'attaquer à la Russie, à la Hongrie pour la Russie, qui est déjà peut-être un peu divisée par rapport à l'Union européenne, puisqu'elle bénéficie d'une exemption quant aux sanctions en matière de pétrole, c'est peut-être un pas de trop fait par Vladimir Poutine. Alors, vous avez escamoté une petite thématique, mais on y reviendra dans un instant, et c'est très intéressant cette question du pétrole. Je rappelle que la Hongrie, la Slovaquie, alors apparemment la Slovaquie s'est rétablie, pas seulement la Slovaquie. Et la République tchèque. Il y a un élément nouveau, sans vouloir spoiler, divulgacher la suite. C'est qu'il y a eu un accord il y a quelques heures et que le transfert des fonds permettra vraisemblablement la restauration de ce flux vers les trois pays enclavés, donc Slovaquie, République tchèque et Hongrie, qui bénéficient d'ailleurs au demeurant, rappelons-le, d'une dérogation de l'Union européenne. Voilà.
Mais pour le coup, on peut analyser malgré tout ce petit momentum, hein, comme on dit, parce que le fait de couper, c'est aussi une façon de jouer avec les nerfs, de montrer une puissance et de dire j'ai un levier, je vous tiens, pardon si je suis familier. Yannick Mireur. D'autant que c'est, si je puis dire, un petit peu l'ADN intellectuel. Monsieur Hugues l'a rappelé un petit peu tout à l'heure, hein, de Poutine. C'est un géopoliticien d'énergie. Sa thèse était sur ces questions-là. Donc il a toujours ça en tête. Et d'autre part, ça porte, je veux dire, sur les actifs fixes, qui sont des centrales et des gazoducs. Et donc, c'est tout à fait cartographique, c'est à proprement parler géopolitique, alors que les techniques militaires, les avancées, les reculés, l'utilisation de différents armements à disposition, c'est quelque chose qui est plus en flux, disons. Là, c'est assez clair et net. C'est pour ça qu'il fallait rappeler quand même que, d'une part, la Russie a quand même une expertise nucléaire très forte, incontestée, et deux, navré, mais non, Monsieur Zelensky, ce n'est pas l'Ukraine qui garantira la sécurité énergétique de l'Europe du tout. Ça n'a jamais été le cas. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il avait cette ambition-là. C'est intéressant d'avoir comme le jeu, si vous voulez, le jeu politique. Oui. Mais l'autre chose, peut-être qui a été effleurée tout à l'heure, et je vous rends justice en insistant là-dessus, c'est qu'en effet, moi j'avais posé la question, vous voyez, peu après, tout début mars, un ami lituanien, donc ancienne République soviétique, comme l'Ukraine, la Biélorussie et le reste, dont le père d'ailleurs, j'avais invité une conférence à Paris sur ces sujets des questions énergétiques russes il y a quelques années, était l'un des chefs énergéticiens du nucléaire en Lituanie, puisqu'il y a des centrales là-bas aussi. Et ce qu'il m'avait dit avait permuté intéressant pour nos téléspectateurs et pour vous tous, m'avait-il rappelé que l'Ukraine orientale est d'abord un centre industriel, métallurgie, métaux, énergie, et que c'était ça l'objectif. Parce que je dis, mais pourquoi il envahit notamment la ville natale de Zelensky, Kryvyi, qui est le plus grand sentier sidérurgique avec un bassin de fer qui est important. Des biens, encore une fois, des actifs fixes, très tangibles, dans le domaine purement industriel de cette zone-là, outre les revendications culturelles. Emmanuel Ducrot. Je voulais juste rajouter un point technique qui marche dans un sens comme dans un autre. Faire passer l'électricité vers l'Occident ou vers la Russie. Un réseau électrique, une grille électrique, c'est pas quelque chose sur lequel on branche simplement des prises. C'est fait pour supporter une certaine puissance. On fait pas n'importe quoi. Ça peut être complexe. C'est extrêmement complexe. Il y a un équilibre à trouver. C'est pas comme une multiprise de salon. Donc moi je sais pas comment techniquement les deux sont raccordables, mais je pense que tout ça est un peu en l'air quand même. Certainement, mais un point rapide, quand on regarde ce qui se joue en ce moment, et notamment les messages politiques subliminaux des uns et des autres, on a quand même un peu l'impression qu'après l'annexion militaire, politique et territoriale de la Crimée en 2014, via un référendum qui est au sens du droit international illégal, on a maintenant une forme d'annexion énergétique. Oui. D'ailleurs, la Russie n'a pas nécessairement besoin de ce détournement pour alimenter la Crimée, qui est relativement pauvre en potentiel électrique, mais vous avez déjà un câble sous-marin par le détroit de Kerch qui alimente depuis la Russie la Crimée de manière tout à fait régulière. Donc on voit bien que la dimension technique et technologique, elle est évidemment là, mais qu'il y a toujours un sous-texte politique. Bien sûr. Après, peut-être que on va finir là-dessus sur l'électricité. Le 24 février, le jour de l'offensive russe, il y avait des essais, précisément, une sorte de blackout, des essais pour permuter l'ensemble du système électrique du côté européen. Certains y ont vu coïncidence qui n'en est pas une. Symboliquement, c'était très fort. Ça voulait dire, nous, 8e puissance nucléaire productrice dans le monde, on se tourne à 100% à partir de maintenant vers l'Europe. Joséphine Staron. Depuis 2014, les Ukrainiens savent quand même que le côté Est, donc le côté vers la Russie, est peu fiable. Et ils avaient des raisons légitimes de s'en méfier. Et donc, ça fait effectivement presque 10 ans qu'ils essaient de se rapprocher à tous les niveaux et dans tous les domaines de l'Europe, que ce soit politique, énergétique ou autre. Parce qu'ils sentaient bien cette tension. Et l'histoire leur a donné raison, puisque aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une insécurité énergétique, peut-être pas aussi grande que celle dans laquelle se trouve l'Union européenne pour l'instant. Parce que les tuyaux, les câbles, tout fonctionne encore en Ukraine et c'est tant mieux. Et comme ça a été souligné sur ce plateau, le raccordement vers la Russie risque d'être compliqué, si ce n'est impossible. Donc c'est encore à voir. Alors côté russe, et ça a été très bien expliqué tout à l'heure, quand on est un pays inamical, comme c'est le cas de la France, on va revoir
une citation de Peskov, la France est un État inamical au regard des actions qu'elle prend concernant notre pays. Alors cet adjectif est important puisqu'il y a eu un décret il y a quelques jours de Vladimir Poutine qui interdit aux entreprises étrangères de retirer en quelque sorte leurs avoirs, notamment dans les secteurs énergétiques et bancaires, ce qui d'ailleurs a été interprété comme une opération assez maligne de la part de Vladimir Poutine et qui montre en même temps qu'il a besoin de garder des avoirs. Il n'est pas aussi riche que certains voudraient le faire croire. Je suis un peu surprise de ça parce que effectivement vous pouvez geler des avoirs, empêcher les gens de les récupérer, mais vous ne pouvez pas les forcer à collaborer économiquement. C'est-à-dire que si on décide qu'on ne remet pas d'argent dans quelque chose, Vladimir Poutine pourra faire tout ce qu'il veut. Ces entreprises, elles ont des participations, peut-être qu'elles peuvent faire une croix dessus dans leur bilan, tout simplement. Et voilà. Enfin, je veux dire, on ne peut pas forcer les gens à s'impliquer économiquement dans un projet. En tout cas, là, c'est les obliger à ne pas retirer. Oui, ça s'appelle une prise, ça s'appelle, je sais pas, un gel des avoirs. Un gel des avoirs, voilà. On l'a fait avec les Russes aussi à certains endroits. Donc, Yannick Mira. Certaines entreprises énergétiques avaient déjà quand même anticipé les choses. Je pense à l'Enel, qui est l'équivalent de l'EDF en Italie. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle d'industrie pétrolière et de production du gaz, notamment lorsqu'il doit être liquéfié ou lorsqu'il est en eau profonde, ce qui n'est pas vraiment en Russie, mais dans des zones plus techniquement beaucoup plus compliquées à exploiter, ce qui est le cas de Total, qui était un des grands partenaires d'un des très grands projets. Vous avez cité Sakhalin, qui est complètement évidemment du côté du Pacifique, mais plus près de nous, il y a le projet Yamal. Vous voyez puisque vous avez cité l'entreprise de conseil pour laquelle j'ai travaillé il y a des années, c'était le début de Yamal. Donc sur ces projets-là, ce qui est ennuyeux, si vous voulez, c'est pour ça que vous avez raison, cette disposition-là que vient de prendre le Kremlin, bon, il faut un petit peu l'interpréter, encore une fois, pas prendre les choses au pied de la lettre, avoir un petit peu de recul, parce que ce sont des engagements et des partenariats industriels sur 20 ans, 30 ans, 35 ans. Oui. D'abord, techniquement, politiquement, évidemment, il y a le risque politique, on est en plein dedans, mais aussi ensuite, en termes de rentabilité, les projets, parce que c'est des projets de très long terme. Et donc, malheureusement, cette désimbrication, si vous voulez, industrielle avec la Russie, les conséquences de cette opération militaire spéciale, comme les Russes l'appellent, amène ou oblige, voire même avec une certaine anticipation pour certains, à se désengager du pays. Et c'est pour ça que, une fois de plus, le coût économique, nous avons des options, des alternatives. Alors, on parle de l'Union européenne, mais enfin, comme vous le savez, ce n'est pas la même situation pour l'Allemagne ou pour la France, par exemple. Il y a des alternatives. Mais à long terme, en revanche, tout projet industriel, les conséquences économiques de cela, d'abord et avant tout pour la Russie, seront terribles. Un mot pour cette question de sécurité, cette différence de positionnement énergétique entre deux grands pays européens que sont la France et l'Allemagne, par exemple. Le nucléaire, je n'y reviens pas, puisque 80% de notre électricité est produite à partir du nucléaire, mais pour simplement le gaz. Nous consommons beaucoup moins, évidemment, que l'Allemagne. Une des clés de la sécurité d'approvisionnement, c'est simplement de diversifier son portefeuille. Bref, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et depuis 60 ans, nous importons du gaz d'Algérie pour des raisons qui sont évidentes pour la France, liquéfié, de Norvège, des Pays-Bas, qui est une espèce, qui a longtemps été une sorte d'Arabie saoudite européenne du gaz, et aussi de la mer du Nord, de l'Angleterre, même si ça servait surtout à alimenter le marché anglais. Donc tout ça pour dire que nos situations sont quand même aussi très différentes et que ceci est un coup de semonce pour essayer d'avancer vers une politique beaucoup plus fluide entre les membres. Dommageable pour certaines grandes entreprises. Oui, il y a effectivement, je rejoins Emmanuel sur ce registre, quelque chose d'assez paradoxal dans ce décret. Tout ne se décrète pas et certainement pas l'appétit d'investir. Tout ne fonctionne pas par oukase. Ça paraît un geste volontariste et autoritaire, mais d'une certaine manière, ça peut aussi dire la crainte d'une dévitalisation continue de l'économie russe. Là, en l'occurrence, c'est circonscrit à l'énergie, logique implacable, et aux financiers. Très bien. On se souvient de l'épisode de Renault. Je sors un peu de ce périmètre. Enfin, il me semble me souvenir que Renault, c'était deuxième marché après l'Europe. 500 000 véhicules, 45 000 salariés, vendus pour un rouble symbolique, alors avec une clause, à mon avis, tout à fait fantaisiste, d'une option de retour dans les 5 ou 6 années écoulées. Mais il y a un autre cas très intéressant sur le financier, c'est ce qui s'est passé avec la Société Générale.
La Société Générale avait une filiale locale qui s'appelle la Rosbank, qui a été cédée à la mi-mai dernier. En gros, ils se sont désengagés avant la catastrophe annoncée. Qui a racheté ça? Un fonds d'investissement qui avait été créé par un certain Vladimir Potatnin, qui est l'un des oligarques réputés les plus proches de Poutine. Donc, il y a là quelque chose d'un peu étrange dans la dualité du message derrière ce qui apparaît comme un acte d'autorité. Mais il n'empêche, et pour conclure, Joséphine Staron, l'exemple de la Société Générale est très intéressant parce qu'ils annoncent des résultats à l'échelle mondiale qui sont mauvais, notamment à cause de... Pour des raisons comptables. Pour des raisons comptables. Les résultats pour le reste sont... Oui, pour le reste sont bons, bons. Mais ça reste dommageable, à des grandes entreprises, tout ce qui est en train de se passer, y compris cette oukase, pour reprendre votre expression, de Vladimir Poutine. Il y a deux choses avec ce décret. C'est déjà une réponse à retardement suite à la fuite des entreprises occidentales. Je crois qu'il y en a plus d'un millier qui, dans tous les secteurs, qui ont quitté la Russie, soit dès le départ, soit progressivement, ou qui sont encore en train de la quitter. Donc c'est une réponse, mais relativement tardive, et qui, effectivement, comme ça a été dit, aura un effet... Bon, on est peut-être un effet nul, ou alors en tout cas pas un effet aussi important peut-être que voulu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la sémantique qui est employée. C'est le terme inamical. Ces pays inamicaux, c'est-à-dire en fait tous ceux qui appliquent ou qui décident des sanctions contre la Russie. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de pays ennemis, comme on pourrait s'y attendre dans un contexte de guerre. Le terme est très intéressant. On n'est pas des ennemis, mais on n'est pas tout à fait des amis non plus. Et ça, c'est assez intéressant d'un point de vue de la sémantique du choix des mots par Vladimir Poutine, parce que tout comme ce décret qui est peut-être plus de l'ordre de la communication et de l'image que de l'effectivité réelle, eh bien on est dans une guerre des mots, dans une guerre des idées et de l'influence. Vladimir Poutine, avec ce décret, tout comme avec le chantage sur l'énergie, montre qu'il est puissant, qu'il a énormément de poids dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et qu'il peut encore mener la danse. Voilà. Et donc il y a l'image et après il y a le réel. Bien.